Je m'appelle Emma, et pendant toute ma vie, j'ai rêvé de ce moment. Mon mariage, mon grand jour. Une robe blanche, l'amour de ma vie à mes côtés, et surtout, mes parents, assis au premier rang, émus, fiers, présents. Mais ce rêve, je l'ai porté seul. Julien m'a demandé en mariage un soir de décembre, sous la neige, au pied d'un petit sapin décoré. C'était magique. Pour la première fois, j'avais l'impression que ma vie prenait enfin un tournant lumineux. Il m'aimait. Il voulait bâtir une vie avec moi. Et j'étais prête. Prête à tout, même à affronter mes parents. Parce que oui, depuis toujours, avec eux, c'était compliqué. Froid, détaché. Comme si l'amour n'avait jamais vraiment franchi le seuil de notre maison. Petite, j'ai appris à sourire sans réponse, à fêter mes anniversaires sans cadeau, à tomber malade sans bras pour me rassurer. Mon père était un homme d'affaires toujours occupé. Ma mère, une femme élégante, distante, qui semblait plus préoccupée par ses tailleurs que par ma scolarité. Mais j'espérais, encore. Je m'étais dit, un mariage, c'est un événement trop important pour qu'ils l'ignorent. Je leur ai envoyé une invitation, avec un petit mot écrit, à la main. Une photo de Julien et moi. Une promesse d'amour et d'avenir. Pas de réponse. J'ai attendu. 2 semaines. 3. Rien. À chaque essayage de robe, chaque choix de fleurs, je regardais mon téléphone. Rien. Silence. Et pourtant, je me disais qu'il viendrait, qu'il garderait la surprise pour le jour J, qu'il se pointerait, à la dernière minute, comme dans les films, qu'ils me prendraient dans leurs bras en disant qu'ils sont fiers de moi. C'était stupide, je sais, mais j'avais besoin d'y croire. Autour de moi, les préparatifs s'accéléraient. Ma belle-mère rayonnait. Mes amis étaient là, présents, à m'aider, à me soutenir. Julien, lui, était mon roc. Toujours positif, toujours confiant. « Ne t'inquiète pas, ils viendront, tu verras », il me disait. Et je hochais la tête, même si au fond, j'avais peur. Peur de cette absence qui ressemblait à un abandon. J'ai même dressé une table d'honneur rien que pour eux. 2 chaises, face à l'autel. Je les ai imaginées là, tout au long des répétitions. Mon cœur battait à l'idée de les voir s'asseoir enfin, de me sourire, de me reconnaître comme leur fille, leur femme accomplie. Mais une petite voix en moi murmurait l'inverse. Ce jour-là, j'allais comprendre une chose que je m'étais toujours refusé d'admettre. Le plus difficile n'est pas de se marier sans ses parents. Le plus difficile, c'est de réaliser qu'ils n'ont jamais eu l'intention d'être là, et ce n'était que le début. Le matin de mon mariage, je me suis levée avec cette boule dans le ventre. Pas le trac classique de la mariée. Non. Une autre angoisse, plus sourde, plus douloureuse. Celle qu'on ressent quand on espère encore quelque chose de gens qui n'ont jamais rien donné. J'ai regardé mon téléphone dès que mes yeux se sont ouverts. Aucun message, aucun appel. Toujours rien. Pas même un bonne chance ou un simple félicitations. Julien m'a trouvée dans la cuisine, en peignoir, le regard figé sur l'écran noir de mon téléphone. Il a compris. Il ne m'a rien dit. Il m'a juste pris la main, comme il le fait à chaque fois que je me perds dans mes pensées. Son regard disait tout. Il ne mérite pas que tu sois triste aujourd'hui. Mais j'avais encore ce petit espoir ridicule. Alors, dans un moment de faiblesse, j'ai appelé ma mère. Je voulais entendre sa voix. Je voulais qu'elle me dise qu'ils allaient en venir, qu'ils étaient en chemin, qu'ils avaient eu un contretemps, quelque chose. J'aurais accepté n'importe quelle excuse, du moment qu'ils étaient là. Elle a décroché au bout de 2 sonneries, et tout ce que j'ai entendu, c'était son rire. Un rire sec, méprisant. Pas de bonjour. Pas de surprise. Juste ce rire froid, suivi de cette phrase que je n'oublierai jamais. Un mariage ? Allons, Emma. Ça ne durera même pas. J'ai eu un moment de blanc. Comme si mon cerveau avait gelé. Mon cœur, lui, a chuté droit dans un puits sans fond. Je n'ai rien répondu. Je crois que j'ai juste raccroché. Julien m'a prise dans ses bras,
Mais même sa chaleur n'arrivait pas à réchauffer ce vide que je ressentais. Ce n'était pas de la tristesse. C'était une sorte de deuil. Le deuil de l'idée que mes parents pourraient un jour changer. Mais le pire restait à venir. Par pure folie, ou peut-être par masochisme, j'ai aussi appelé mon père. Il était en visio. Je l'ai vu, lunettes de soleil sur le nez, cocktail à la main, à l'autre bout du monde. Derrière lui, l'eau turquoise des Maldives. Je lui ai dit que j'étais sur le point de me marier, que j'aurais aimé qu'il soit là, que sa fille, moi, se mariait aujourd'hui. Il a levé un sourcil, a bu une gorgée et m'a répondu froidement. « Je fais des achats. Ne viens pas gâcher ma journée. » Puis il a coupé. Juste comme ça. Comme si j'étais une vendeuse de téléphonie, qu'il appelait en plein bronzage. Je suis restée là, figée, avec l'écran noir me renvoyant mon propre visage, et c'est à ce moment précis que quelque chose en moi s'est brisé, ou peut-être libéré. J'ai compris que je ne pouvais plus mendier l'amour de deux personnes qui n'avaient jamais voulu me le donner. Et pourtant, malgré ça, je me suis préparée. J'ai mis ma robe, j'ai souri. J'ai marché vers Julien. Mais dans mon cœur, une colère sourde avait commencé à naître. Une colère qui allait bientôt tout changer. Quand je suis entrée dans la salle de cérémonie, tous les regards se sont tournés vers moi. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'étais exactement là où je devais être. Pas pour eux. Pas pour prouver quoi que ce soit. Juste. Pour moi. Pour Julien. Pour nous. La musique a commencé. Les fleurs, les sourires, les yeux humides d'émotion. Tout était parfait. Ou presque. 2 chaises vides. 2 grandes absences qui résonnaient dans chaque battement de mon cœur. Mes parents. Mais ce que j'ignorais encore, c'est que cette journée allait me faire ouvrir les yeux bien plus que toutes les années précédentes. Julien m'attendait devant l'autel, droit, ému, beau comme jamais. Et quand je suis arrivée, à sa hauteur, il m'a soufflé un tué magnifique qui a tout balayé. La douleur, la honte, le rejet, tout. La cérémonie a commencé. Nos amis, nos familles, ses parents à lui, si chaleureux, si présents, tous étaient là à nous célébrer. J'ai essayé de ne pas penser aux absents, de ne pas les chercher dans la foule. Mais c'est fou comme le manque peut hurler, même dans le silence. Quand est venu le moment de dire nos vœux, ma voix a tremblé. Pas à cause du stress, à cause de tout ce que j'avais contenu jusque-là. Je me suis tournée vers Julien, j'ai serré sa main, et j'ai dit « Tu es la première personne de ma vie qui m'a choisi sans condition, qui m'a aimé sans que je doive me justifier, me diminuer, me plier. Tu es la famille que j'ai toujours cherchée. Et aujourd'hui, je promets de bâtir avec toi tout ce qu'on ne m'a jamais appris à rêver. » Il y a eu un silence dans la salle. Un de ces silences lourds, denses, presque sacrés. Puis, des larmes. Beaucoup de larmes. Pas que les miennes. Je n'avais jamais été aussi vulnérable, ni aussi libre. Et c'est là que j'ai senti quelque chose bouger en moi. Une certitude. Une clarté. Mes parents n'étaient pas là ? Très bien. Mais ils n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. Je n'avais plus besoin de leur validation. C'est peut-être ça, devenir adulte, ou peut-être renaître. Après la cérémonie, pendant la réception, tout le monde est venu nous féliciter. On a dansé, ri, mangé. J'étais heureuse, réellement. Mais au fond de moi, il y avait ce vide. Ce fameux vide que certains parents laissent dans le cœur de leur enfant. Un vide qui ne se comble jamais vraiment, mais avec lequel on apprend à vivre. Et pourtant, même dans cette ambiance de fête, un détail m'a obsédée. Une de mes cousines du côté paternel m'a glissé à l'oreille, en souriant. « Tu sais, ils savaient que c'était aujourd'hui. Ils l'ont fait exprès. » Je l'ai regardée, figée. Je n'ai rien répondu. Mais à cet instant, j'ai su que ce n'était pas de l'indifférence. C'était une punition. Et cette idée-là allait me hanter bien plus que l'abandon. La lune brillait encore quand je me suis réveillée, les yeux grands ouverts,
dans notre chambre d'hôtel. Le lit était moelleux, l'ambiance feutrée, mais mon cœur, lui, cognait dans ma poitrine comme si quelque chose n'allait pas. Julien dormait à côté de moi, paisible. Moi, je fixais le plafond, incapable de trouver le repos. C'est fou, comme certains silences sont bruyants. Dans cette nuit calme, leur voix à eux résonnait encore dans ma tête. Le rire méprisant de ma mère, la froideur calculée de mon père, et cette phrase qui tournait en boucle. Ils l'ont fait exprès. C'était ça qui me rongeait. Le matin même, pendant le petit déjeuner, Julien a remarqué mon regard absent. Il a posé doucement sa main sur la mienne. « Tu veux qu'on parle ?» J'ai hésité. Une partie de moi voulait tout balancer, hurler ce que je ressentais. Mais l'autre partie, celle que mes parents avaient construite à force de silence et de critiques, me disait de me taire, de faire comme si tout allait bien. Comme toujours. Sauf que cette fois, j'ai choisi de parler. Je lui ai raconté ce que ma cousine m'avait dit. Le ton, le sous-entendu, et surtout cette impression tenace que leur absence n'était pas un oubli ou une fuite, mais un message. Ils voulèrent me blesser, Julien, délibérément. Et le pire, c'est qu'ils ont réussi. Il m'a écouté sans m'interrompre. Puis, il a soufflé une phrase qui allait tout changer. Alors, il est temps de les confronter. Je les regardais, surprise. Moi, aller les voir. Après ça, tout en moi criait non. Mais une autre voix, plus enfouie, plus ancienne, a murmuré « Tu le mérites ». Alors, à peine 2 jours plus tard, après avoir déposé nos valises de retour de lune de miel, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de ma mère. Elle a décroché presque immédiatement. Tiens, la mariée. Alors, tu t'es remise de ton petit caprice ? Le ton, ce ton glacial, moqueur. J'ai senti ma gorge se serrer. Pourquoi vous n'êtes pas venu ? Ai-je simplement demandé. Elle a ri. Encore. Ce rire sec et plein de mépris. On savait que ça ne durerait pas. Pourquoi perdre notre temps ? Puis elle a ajouté, plus bas. Et puis, tu as toujours été trop sensible. T'as pas encore compris que le monde ne tourne pas autour de toi ? J'ai raccroché, le cœur en vrac. Mais cette fois, pas à cause de la douleur, à cause de la clarté. Ce n'était pas moi le problème, c'était eux. Et à cet instant, précis, quelque chose s'est brisé. Non, quelque chose s'est libéré. Je n'avais plus rien à attendre d'eux, plus rien à prouver, plus besoin d'espérer qu'ils changent. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que leur vengeance n'était pas terminée et que la prochaine étape allait dépasser tout ce que j'avais imaginé. J'aurais pu croire que tout allait se calmer, que leur absence à mon mariage serait leur coup final, leur manière tordue de me dire « tu ne comptes pas ». Mais non, ce n'était que le début. 1 semaine après notre retour, alors que je commençais à peine à souffler, le téléphone a sonné. Cette fois, ce n'était ni ma mère, ni mon père. C'était ma tante. Une voix douce, un peu gênée. « Chérie, je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais... Tu sais que tes parents ont organisé une fête samedi soir, une soirée de célébration de la liberté. » Je suis restée figée. « Pardon ? Oui. Une sorte de contre-mariage, comme ils disent. Apparemment, ils ont invité pas mal de gens de la famille. Et ils te tournent pas mal en ridicule. » Je me suis sentie glacée, littéralement. Comme si l'air autour de moi était tombé de 20 degrés. J'ai raccroché sans rien dire, le cœur battant, les mains tremblantes. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas qu'ils m'ignoraient, c'est qu'ils me punissaient. Et pire encore, ils le faisaient publiquement. Le samedi soir, pendant que Julien et moi tentions de passer une soirée normale devant un film, j'ai reçu des captures d'écran, des vidéos, envoyées par des cousins, des amis d'enfance. Certains riaient, d'autres s'excusaient de m'en parler. On voyait mon père debout au milieu du salon, un verre de champagne à la main. Notre fille s'est mariée. Champagne, à sa perte, éclat de rire. Puis ma mère, hilare.
Elle va revenir d'ici 6 mois, en larmes. On parie combien? J'ai senti quelque chose mourir en moi ce soir-là, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était de la rage, et dans cette rage, il y avait une clarté que je n'avais jamais ressentie. Le lendemain, j'ai décidé de couper les ponts, définitivement, bloquer leurs numéros, supprimer leurs emails, mettre fin à ce théâtre, humiliant. Mais c'est là qu'ils ont réagi. Ma mère a laissé un message vocal, glacial, presque administratif. « Tu veux jouer les ingrates? Très bien. Mais ne t'attends pas à un centime quand on sera parti. Tu ne mérites pas notre nom. » Et mon père? Il m'a envoyé un courrier. Oui, un vrai courrier. Papier glacé, écriture soignée. Tu as trahi ta famille. Tu es seule maintenant. Bonne chance. Mais moi, je ne me sentais plus seule. J'étais libre. Julien était là, mes vrais amis aussi. Ceux qui avaient pleuré avec moi à mon mariage. Qui m'avaient serré dans leurs bras. Qui m'aimaient sans condition. Et pour la première fois, je me suis dit, ce n'est peut-être pas eux que j'ai perdus, mais eux qui sont en train de tout perdre. Quelques mois ont passé, et contre toute attente, j'étais bien. Vraiment bien. Julien et moi avions trouvé notre rythme, notre cocon. On riait souvent, on construisait des projets ensemble, et pour la première fois de ma vie, je me sentais réellement choisie, aimée, sans condition. Chaque matin, je me réveillais à ses côtés avec cette pensée. Voilà ce que c'est, une vraie famille. Mais forcément, le vide laissé par mes parents n'était jamais bien loin. Parfois, il surgissait à des moments bizarres, comme le jour où Julien m'a dit en souriant « Et si on faisait un bébé ?» Mon cœur a eu un coup de chaud. Un bébé. Moi. Et eux. Ils ne feraient jamais partie de sa vie. Ils ne connaîtraient jamais son rire, son prénom, son odeur. Et surtout, ils ne le méritaient pas. Alors j'ai dit oui, mais à une condition. On le fera en notre nom, pas en souvenir d'un passé que je veux oublier. Julien a souri. Il a compris. Il comprend toujours. Et c'est là que le destin, ce farceur, a décidé de tout bouleverser. Un soir, alors que je faisais les courses, j'ai croisé mon oncle. L'un des rares membres de ma famille avec qui je n'avais pas encore coupé, les ponts. Il m'a regardé comme s'il voyait un fantôme. « Tu es enceinte ?» Je n'avais pas encore annoncé la nouvelle. Mon ventre n'était pas encore visible. J'ai cligné des yeux. « Comment tu sais ?» Il a souri, triste. « Ta mère le sait. Elle t'observe. Elle est au courant de tout. Elle a dit que tu faisais ça pour provoquer. Je suis restée figée. Ma mère me surveillait. Mais comment? La réponse m'a glacée. Elle a créé un faux compte sur Instagram. Elle suit tout ce que tu publies. Les stories, les commentaires. Elle lit même les réactions de tes abonnés. Elle en parle à tout le monde. Elle dit que tu es ridicule, que ton petit bonheur de façade ne durera pas. J'ai ressenti une boule au fond de la gorge. Pas de tristesse. Non, de l'écœurement. C'était donc ça? Elle n'avait jamais arrêté. Même en silence, elle continuait à se nourrir de ma vie. Juste pour pouvoir la piétiner. Mais alors, une idée a germé. Pourquoi ne pas lui montrer ce qu'elle rate, plutôt que de le lui cacher? Pourquoi ne pas transformer cette surveillance malsaine en une leçon qu'elle n'oubliera jamais? À ce moment précis, j'ai décidé de documenter tout. Chaque étape de ma grossesse. Pas pour elle, pour moi, pour mes vrais proches. Et aussi, un peu, pour ceux qui pensent qu'on ne peut pas renaître de ses blessures. Ma mère voulait me surveiller dans l'ombre. Très bien. Elle allait voir. Voir ce qu'elle avait perdu. Voir ce qu'elle ne pourra plus jamais détruire. J'aurais dû m'y attendre, mais jamais je n'aurais imaginé qu'ils iraient jusque-là. Quelques semaines après avoir commencé à documenter ma grossesse, je reçois un message d'un compte inconnu. Pas anonyme, mais bien plus sournois. Un profil avec une photo de fleurs, nom de femme classique, bio vide. Je ne m'en méfie pas tout de suite.
Je reçois des messages tous les jours depuis que j'ai commencé à partager mon histoire. Mais celui-ci, il m'a glacée. Tu devrais éviter de te réjouir trop vite. Toutes les grossesses ne vont pas à terme. Et tous les pères ne restent pas. Tu te souviendras de ces mots. Je reste figée. Je relis le message 3 fois. C'est à peine voilé. C'est une menace, déguisée en prédiction. Julien, lui, explose. C'est ta mère. Ça ne peut être qu'elle. Elle ne te lâchera jamais, sauf si tu la bloques complètement de ta vie. Mais voilà. Ce que Julien ignore, c'est que je l'ai déjà bloquée partout. Absolument partout. Même par email. Même les numéros de téléphone de mes parents. Alors, comment ce message est arrivé jusqu'à moi? Et c'est là que je réalise. Ce n'est pas elle. Pas directement. C'est pire que ça. Elle utilise quelqu'un d'autre. Une taupe. Quelqu'un de proche. Quelqu'un à qui je fais encore confiance. Quelqu'un qui fait des captures, relaie, observe, puis rapporte tout à ma mère. Et cette personne, je ne sais pas qui c'est. Là, la paranoïa s'installe. Je commence à douter de tout le monde. Une cousine avec qui j'ai gardé contact? Une amie d'enfance qui connaît encore mes parents? Une collègue trop curieuse? Chaque like, chaque DM, chaque commentaire devient suspect. Je me sens traquée, envahie, menacée dans mon propre quotidien. Et puis un jour, c'est l'explosion. Julien reçoit, sur son adresse mail professionnelle, un message anonyme contenant des captures d'écran personnelles, des messages entre nous, des photos de moi, même des éléments privés de notre vie conjugale, jamais publiés. Une seule phrase en conclusion. Tu ne la connais pas aussi bien que tu crois. Elle te cache encore des choses. Julien me regarde, bouleversé. Il ne doute pas de moi. C'est ça le plus beau. Mais il comprend. Ils essaient de nous séparer. Et cette fois, j'en ai assez. Je décide de faire quelque chose que je n'ai jamais osé faire. Je confronte ma mère, directement. J'appelle LT. Décroche au bout de 3 sonneries, comme si elle m'attendait. Tiens, la future maman parfaite me contacte? Tu n'es pas trop occupée à jouer à la femme heureuse? Sa voix est sèche, acide. Elle sait. Elle a toujours su. Je la fixe, même si je ne la vois pas. Tu veux quoi? Me faire perdre mon bébé? Me faire douter? Briser ce que je construis? Elle rit. Un rire qui me fait froid dans le dos. Non, tu t'en charges très bien toute, seule. Et elle raccroche. À ce moment précis, je sais que la guerre est déclarée. Et qu'elle ne reculera devant rien. Mais moi non plus. Parce que maintenant, je ne me bats plus seulement pour moi. Je me bats pour mon enfant, pour la famille que je choisis, pour la vie que je mérite. Et je te le jure, maman, tu ne gagneras pas cette fois. Je pensais avoir touché le fond, mais ce n'était rien comparé à ce qui m'attendait. 2 jours après l'appel glaçant de ma mère, je reçois un courrier recommandé. Pas un message, pas un mail, non. Un vrai courrier, en papier glacé, avec mon nom en lettres capitales, et l'adresse de l'ancien appartement de mon père. Une adresse qu'elle seule pouvait connaître. Mon cœur se serre en ouvrant l'enveloppe. L'intérieur, une convocation. Mon cœur rate un battement. Ma mère a engagé un avocat. Elle me poursuit en justice pour diffamation publique, atteinte à la vie privée et préjudice moral. En clair, elle veut me faire taire, me faire peur, me forcer à supprimer tout ce que j'ai publié, et surtout, m'obliger à dire publiquement que j'ai menti. Julien, en lisant le document, blêmi. Elle veut te salir, te décrédibiliser avant la naissance, pour avoir le dessus, pour t'isoler. C'est une stratégie. Faut pas qu'on la laisse faire. Mais le pire, c'est qu'elle va plus loin. Dans les pièces jointes, elle a imprimé des dizaines de captures de mes publications, des messages de soutien que j'ai reçus, et même des conversations privées avec des abonnés. Elle a tout récupéré, tout compilé, et là, je comprends. La taupe n'est pas une connaissance vague, c'est quelqu'un d'extrêmement proche, quelqu'un qui a accès à mes messages privés, quelqu'un qui connaît mon quotidien, en temps réel. Je ressens une panique que je n'avais jamais connue. Je coupe tout, je désactive mon compte principal, je supprime mes stories, j'efface mes dernières publications.
Pas par peur de perdre, mais pour protéger ce qui me reste. Mon équilibre, mon couple, mon bébé. Mais ce silence, il est pesant. Parce que pendant ce temps, elle continue. Elle insinue sur les réseaux que je suis instable, que Julien est en danger, que je suis une manipulatrice. Elle utilise des comptes différents, toujours anonymes, toujours menaçants. Et un soir, le point de rupture. Julien reçoit un message avec une photo. Une photo prise à notre insu. Moi, dans la rue. À 2 mètres de la maison. Ventre arrondi. En train de rentrer les courses. Le message dit simplement « Tu vois comme elle est seule? Tu penses vraiment qu'elle est capable de s'occuper d'un enfant ?» Là, plus aucun doute. Quelqu'un nous suit, nous surveille, nous espionne. Julien m'attrape par la main. On part, demain. On change de ville, on disparaît un moment. Je te jure qu'elle ne te trouvera. Plus, je refuse qu'elle bousille notre vie. Et moi, je hoche la tête. Mais au fond, je sens que ce n'est pas fini. Parce qu'avec elle, rien ne s'arrête jamais vraiment. Même quand on croit s'éloigner, elle trouve un moyen de revenir, de contaminer ce que je construis, de s'infiltrer dans ce que j'aime. Mais cette fois, je suis prête. Parce que maintenant, ce n'est plus seulement une lutte pour ma vérité, c'est une guerre pour ma liberté. On a fui en pleine nuit. Pas un mot à personne. Pas un post, pas un message. Julien avait loué un petit appartement temporaire dans une ville à plus de 400 km, sous un autre nom. On a roulé sans s'arrêter, le ventre noué, les yeux fixés sur le rétro, comme si on s'attendait à voir surgir sa silhouette derrière nous. Et pendant les premières heures, c'était le silence. Un silence étrange, lourd, presque irréel. Mais il ne fallait pas se leurrer. Le lendemain matin, j'allume un vieux téléphone prépayé, juste pour jeter un œil. Pas à mes messages, pas à mes mails. Non. Directement sur un forum anonyme qu'elle fréquentait, celui où elle semait ses rumeurs à mon sujet. Et là, je tombe sur une publication datée de la nuit même, exactement 3 heures après notre départ. Elle a pris la fuite. Elle croit que ça changera quelque chose, mais la vérité va bientôt éclater. Je sens le sol se dérober sous mes pieds. Comment a-t-elle su? Qui l'a prévenue? Avait-elle placé un traceur? Était-elle dans la rue cette nuit-là? Est-ce qu'on est encore suivi, maintenant, ici? Julien me regarde, blême. Elle sait. Cette phrase, dite à voix basse, sonne comme une sentence, une condamnation. Et c'est là qu'il prend une décision qui va changer la trajectoire de tout ce cauchemar. Il contacte un ami d'enfance, Thomas. Un hacker éthique, du genre discret, mais redoutablement efficace. Julien lui explique tout, les messages, les photos, les comptes anonymes. Et surtout, ce timing toujours trop parfait pour être une coïncidence. Thomas accepte d'aider, mais il prévient. Si je remonte jusqu'à elle, faut être prêt. Prêt à voir des choses que vous n'avez pas envie de voir, parce que ce genre de manipulation, ça implique rarement une seule personne. Et il avait raison. 3 jours. Plus tard, Thomas nous rappelle, bouleversé. Je sais comment elle fait, et surtout, je sais avec qui elle le fait. Il avait infiltré un groupe privé sur un réseau obscur. Un groupe où se partagent des infos personnelles, des captures d'écran, des messages privés volés, et mon nom y figurait, mon visage, mon adresse. Même des détails que moi-même j'avais oubliés. Et parmi les contributeurs actifs, un pseudo revient sans cesse. Un pseudo qu'on connaît. C'est celui de Claire, une ancienne amie proche. Une personne que j'avais accueillie chez moi quand elle n'avait plus rien. Une fille en qui j'avais une confiance aveugle, et qui, visiblement, depuis des mois, transmettait des infos à ma mère. En temps réel. Julien explose. Elle était dans notre salon, à notre table. Elle a tenu ton ventre entre ses mains. Et pendant tout ce temps, elle te vendait. Je suis pétrifiée. Pas par la trahison. J'y suis presque habituée. Mais par cette sensation qu'autour de moi, rien n'est réel. Que tout ce que je crois être solide peut se fissurer à tout moment. Qu'on peut être trahi par ceux qu'on a aimés, sali par ceux qu'on a aidés,
poursuivis par ceux qui devraient nous protéger. Mais cette fois, j'ai une arme, la vérité, des preuves, des enregistrements, des adresses IP. Et avec ça, je compte bien la faire tomber pour de bon. Mais je sais qu'elle ne tombera pas sans se battre, et ce qui va suivre va tout bouleverser. Le plan était simple, mais l'exécution, elle, allait être un enfer. Thomas avait réussi à rassembler toutes les preuves, les messages envoyés depuis le compte de Claire, les fichiers audio, les transferts bancaires, douteux, les captures d'écran du groupe privé où mon nom était jeté en pâture comme un simple sujet de divertissement. On tenait enfin de quoi briser cette mécanique bien huilée. Et surtout, on pouvait démontrer, noir sur blanc, que ma propre mère orchestrait tout ça depuis le début. Mais avant qu'on ait pu déposer le dossier à la police, quelque chose de terrible s'est produit. Un matin, alors qu'on s'apprête à quitter l'appartement temporaire pour rejoindre un avocat recommandé par Thomas, je reçois un colis, pas par la poste, déposé à la main, devant notre porte, sans nom, sans adresse. Juste mon prénom, écrit à la hâte au marqueur noir. Julien veut le jeter. Instinctivement, il sent que c'est un piège. Mais je l'ouvre, et ce que je trouve à l'intérieur me glace le sang. Une clé USB et une peluche. Une vieille peluche que j'avais quand j'étais enfant. Une que ma mère avait gardée dans une boîte, chez elle. La même que je pensais détruite dans l'incendie de son grenier, des années plus tôt. Je branche la clé. Julien est derrière moi, tendu. L'écran s'allume. Et là, une vidéo se lance automatiquement. Et cette vidéo, je ne l'oublierai jamais. On y voit moi, en train de discuter avec une amie dans un café. Une conversation banale, mais filmée en douce, par une caméra cachée. L'angle est trop précis, trop stable. Et puis une autre scène. Moi, dans un magasin, enceinte, en train d'essayer des vêtements, encore filmée. Et une autre. Cette fois, dans la salle d'attente de ma gynécologue. Et le pire, c'est ce que j'entends à la fin de la vidéo. Une voix, sa voix. Ma mère. Tu vois, chérie, tu peux fuir, mais je t'ai toujours à l'œil, toujours. Et tu sais ce qui est le plus triste? C'est que je n'ai même pas eu besoin de payer pour tout ça. Les gens aiment juste te voir tomber. Je suis en état de choc. Je ne sais pas ce qui me paralyse le plus. Le fait d'avoir été espionnée si longtemps sans le savoir, ou cette phrase qui me révèle une chose horrible, elle ne fait plus ça par vengeance. Ou pour se protéger, non, elle le fait pour le plaisir, pour nourrir ce besoin toxique de contrôler, d'humilier, de détruire. Julien veut appeler la police sur le champ. Mais moi, je suis ailleurs, dans un tunnel mental où tout s'effondre. Je tremble, je pleure, je ris même nerveusement. Parce que je me rends compte que cette femme m'a fabriquée comme une marionnette, et qu'elle tire encore les ficelles. Mais ce moment, ce basculement, devient une rupture. Parce que cette fois, c'est moi qui vais tirer les ficelles. On annule le rendez-vous avec l'avocat. À la place, Thomas propose un autre plan. Un plan dangereux. Mais peut-être le seul moyen de lui faire peur à elle. Un piège. Un leurre. Et pour que ça fonctionne, je vais devoir me replonger dans l'enfer. Volontairement. Revenir sur ces terres, simuler une reddition. Mais ce qu'elle ignore, c'est que cette fois, je ne suis pas seule. Et que ce que je prépare pourrait bien lui coûter tout ce qu'elle croit détenir. Gatling compris sa liberté. Et peut-être même, bien plus, encore. Je ne sais pas ce qui m'a le plus terrifiée cette nuit-là. L'idée de revoir ma mère en face. Ou celle que ce piège, notre plan, échoue complètement. On avait tout préparé. Chaque détail, chaque variable. Thomas avait usé de ses contacts pour récupérer un micro-espion. Julien, de son côté, avait insisté pour m'accompagner jusqu'au dernier moment. Et moi, j'avais passé les dernières heures à répéter mes phrases, mes gestes, mon ton. Parce que ce soir-là, je devais redevenir sa fille, la fille soumise, brisée, repentie, celle qu'elle pense encore pouvoir manipuler.
J'ai envoyé un simple message. Maman, tu avais raison. J'ai tout gâché. On peut se voir? Juste toi et moi. Et elle a répondu. En moins de 5 minutes. Viens, demain, seul, 18h. Chez moi. Aucune émotion, juste une convocation. Comme si elle m'invitait à une exécution silencieuse. Le jour J, je suis arrivée à pied. Mon téléphone désactivé pour qu'elle ne détecte rien. Mais le micro était bien là, fixé discrètement à l'intérieur de ma manche. Julien et Thomas attendaient à 2 rues, connectés à distance. Tout était en place. Je frappe, elle ouvre, et pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir une faille. Elle m'a regardée comme une bête blessée qui aurait survécu à une chasse. Et cette fois, dans ses yeux, je n'ai pas vu de colère. J'ai vu de l'agacement, du mépris, comme si ma simple présence venait troubler l'équilibre de son royaume de mensonges. « Tu reviens maintenant » a-t-elle lâché, glaciale. J'entre sans répondre. L'appartement n'a pas changé. Même odeur de fleurs artificielles, même cadre soigneusement aligné, même portrait de moi, gamine, dans l'entrée. Ce genre de détail qui autrefois m'aurait presque attendri. Mais là, tout sonnait faux. Elle me sert un thé, puis s'installe face à moi, bras croisés. Elle attend. Elle veut entendre. Ma capitulation. Alors je parle. Je dis que j'ai tout perdu, que Julien m'a quittée, que j'ai fui, que j'ai compris que tout était de ma faute, que j'ai besoin d'elle. Et pendant que je parle, elle se détend. Elle sourit. Elle reprend le contrôle. Je savais que tu reviendrais. Tu n'as jamais été capable de te gérer toute seule. Tu vois? Le monde n'est pas fait pour toi. Tu as besoin d'un guide, d'un cadre. Et ce sera toujours moi. Elle y croit. Elle se livre. Lentement. Insidieusement. Et là, sans même que j'aie besoin de la pousser, elle avoue qu'elle a payé un ami pour filmer mes rendez-vous médicaux, qu'elle a menti à mon ancien employeur pour me faire virer, qu'elle a même envisagé de contacter Julien, sous une fausse identité, pour l'éloigner définitivement. Mais c'est quand elle dit cette phrase que tout bascule. Tu ne mérites pas cet enfant. Tu serais incapable de l'élever. Moi, je peux l'éduquer. Je peux le sauver de toi. Le sang quitte mon visage. Parce que là, je comprends. Ce n'était pas juste une vengeance. C'était un plan. Un objectif. Elle veut ce bébé. Pas pour l'aimer, pour en faire ce qu'elle a fait de moi. Un pantin. Je me lève. Je vacille. Elle s'approche, croyant que je vais m'effondrer dans ses bras. Mais je recule. Tu n'auras jamais cet enfant, je murmure, et je sors. En claquant la porte. Julien m'attend à la voiture. Thomas a tout enregistré. Et cette fois, on n'a plus qu'une chose à faire. La livrer à ceux qui sauront l'arrêter. Mais ce que je ne sais pas encore, c'est qu'elle n'a pas dit son dernier mot. Quand on a remis l'enregistrement aux autorités, je croyais, naïvement, que ce cauchemar allait enfin se terminer. Qu'après tout ce qu'elle avait avoué, il suffisait d'attendre. Que la justice suivrait son cours. Et que je pourrais tourner la page. Mais la vérité, c'est que certains monstres ne disparaissent pas. Ils mutent. 3 jours après notre dépôt de plainte, un agent m'a appelé. On a lancé la procédure, mais elle a de très bons avocats. Elle nie tout. Elle dit que l'enregistrement est un montage. Un montage. Elle osait. Elle avait déjà préparé sa contre-attaque. Pire encore, elle avait déposé une demande d'évaluation psychiatrique contre moi, en arguant que j'étais instable, potentiellement dangereuse pour mon futur enfant. Une pure inversion. J'étais celle qui avait fui des années d'humiliation. Et maintenant, c'était moi qu'on allait surveiller. Je me suis effondrée. Julien a tenté de me rassurer. Il m'a prise dans ses bras. Il m'a dit qu'on allait tenir. Mais je voyais dans ses yeux l'ombre du doute. Pas envers moi, mais envers le système. Ce sentiment froid et paralysant. Et si elle gagnait? Le lendemain, alors qu'on sortait du cabinet de mon avocat, j'ai reçu une alerte sur mon téléphone.
Un nouveau mail, expéditeur. Inconnu. Objet. Tu ne mérites pas ce qu'il te reste. Pièce jointe. Une photo. Et là, mon cœur s'est figé. Sur cette photo, il y avait le berceau. Celui qu'on avait commandé, encore emballé, posé dans le salon de notre appartement. Mais la photo avait été prise de l'intérieur. Elle était entrée chez nous. Elle était là. À un moment où on n'y était pas. Et elle avait voulu que je le sache. C'était plus qu'un avertissement. C'était une déclaration de guerre. Elle ne comptait plus se cacher. Julien est devenu livide. Il a vérifié toutes les serrures, chaque recoin. On a dormi à l'hôtel. Puis, 2 jours plus tard, nouveau choc. Une assistante sociale est venue frapper à notre porte. Mandat en main. Elle devait vérifier notre environnement, dans l'intérêt de l'enfant à naître. Ma mère avait lancé un signalement. Et là, j'ai compris. Elle ne cherchait plus seulement à m'abattre psychologiquement. Elle voulait que l'État m'arrache mon bébé avant même qu'il naisse. Elle jouait une partie d'échecs à laquelle je n'étais pas préparée. Et si je ne réagissais pas vite, elle gagnerait, parce qu'elle savait manier les institutions, les mots, les apparences. Et moi, j'étais fatiguée, brisée, en colère. Mais ce soir-là, en regardant mon ventre, j'ai pris une décision. Je vais disparaître. Pas pour fuir, mais pour me protéger, pour le protéger. Et ce que je vais faire, elle ne l'a pas vu venir. Le plan s'est mis en place en une nuit, pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il fallait agir. Vite. Julien a loué un utilitaire. On a tout fait en silence, à la lueur d'une veilleuse. Pas de lumière allumée, pas de bruit. On n'a même pas pris nos portables. Trop risqué. Ils pouvaient être suivis. Tout ce qui comptait, c'était une clé USB planquée dans ma poche. La seule preuve de tout ce qu'elle nous avait fait. On a quitté la ville à l'aube. Direction, un endroit que même Julien ne connaissait pas encore. Je lui ai juste dit « Fais-moi confiance ». Et il a conduit, kilomètre après kilomètre, sans poser de questions. En route, je lui ai raconté ce que je n'avais encore jamais dit à personne. Le truc que je gardais pour moi depuis l'enfance. Ce moment précis où ma mère avait basculé. J'avais 8 ans. Elle m'avait enfermée dans le placard pendant des heures, pour m'apprendre le respect. Et ce soir-là, j'avais entendu sa voix, derrière la porte. Elle murmurait. Elle riait toute seule, comme si elle jouait avec quelqu'un d'invisible. J'avais cru que c'était un cauchemar. Mais des années plus tard, j'ai compris. Elle avait déjà perdu pied. Et personne n'avait jamais rien fait. Julien n'a pas parlé pendant plusieurs minutes. Puis, il a serré le volant et dit calmement « Elle ne t'aura plus jamais ». Et à ce moment-là, j'ai su qu'on avait franchi une ligne. Il n'y aurait pas de retour en arrière. On a atterri dans un petit village du sud. Une maison, isolée, prêtée par un ancien collègue à Julien. Pas de voisins directs, pas de caméra. Rien. Les premiers jours, c'était irréel, comme une bulle hors du temps. Mais la tension était là, constante. Je me réveillais plusieurs fois, par nuit persuadée d'avoir entendu une voiture, un pas, une voix. Et puis un soir, ça s'est confirmé. En rentrant du marché, Julien a trouvé une fleur posée sur le paillasson. Une orchidée blanche. C'était celle que ma mère mettait toujours dans ses cheveux, lors des grandes occasions. On n'avait parlé à personne, on n'avait rien posté. On était censé être invisible. Alors comment? Le doute s'est infiltré, comme du poison. Quelqu'un savait, et le pire, c'est que ce quelqu'un était sans doute tout proche. Julien a vérifié toutes les fenêtres. La maison n'avait pas été forcée. Aucun signe d'effraction. Juste cette fleur, déposée avec soin. Un message silencieux, glaçant. Je sais où vous êtes, et je vous regarde. C'est ce soir-là que j'ai décidé de reprendre le contrôle. Si elle pouvait nous trouver, c'est qu'il y avait une fuite, un lien, quelque chose qu'on n'avait pas vu, et j'ai compris. Je n'avais plus seulement besoin de fuir, je devais frapper. Mais pour ça, j'allais devoir redevenir celle que j'étais avant,
celle qu'elle pensait avoir brisée. Et cette fois, c'est moi qui allais l'observer dans l'ombre, jusqu'au moment où elle ne verrait plus rien venir, ni moi, ni ce qui l'attendait.